Mon nom est Dr. Harvey Sanders. Peut-être avez-vous entendu parler de moi, mais il est probable que non. Je n'ai jamais recherché la publicité. En vérité, je l'évite. Seul compte mon travail. Ce n'est pas un travail spectaculaire. Il ne fait pas les gros titres dans les journaux. Pourtant, à sa façon, il est en train d'accomplir une révolution profonde dans notre pays. Non pas simplement une révolution sociale, mais une révolution dans le psychisme américain lui-même. Je suis psychiatre. J'adapte l'esprit des hommes. Je l'adapte de sorte qu'à son tour, il soit capable de s'adapter au changement social, à n'importe quel changement social. Je rends les gens heureux. Heureux dans pratiquement n'importe quelle condition sociale. J'ai tous les diplômes reconnus de toutes les universités agréées. Mais c'est dans une école très spéciale que j'ai appris comment rendre les gens heureux. Appelons-la l'Université de Corée du Nord. Mon professeur de psychologie, dans cette institution unique, était un certain Major Song Ping Lee. Song Ping Lee, pour autant que je sache, n'avait aucun des diplômes reconnus d'aucune université agréée. Mais ne laissez personne vous dire que le Major Song n'était pas un sacré psychologue. Je m'inscrivis à cette université 2 jours après la traversée du fleuve Yalu et le mouvement vers le sud des volontaires chinois. J'étais, à l'époque, capitaine dans l'armée des États-Unis. J'allais devenir le cobaye 537. Capitaine Sanders, dit-il, comme je m'asseyais devant lui dans la salle nue des interrogatoires préliminaires. Je vois que vous êtes un psychiatre diplômé. Dites-moi, capitaine, comptez-vous ne rien nous donner d'autre que vos noms, grades et numéros matricules? Vous connaissez aussi bien que moi les règles de la Convention de Genève, Major. Mais au lieu de se lancer dans des menaces, le Major Song s'illumina. Excellent. Cela aurait été une honte que de vous voir choisir dès le départ de vous montrer coopératif. Notre expérience aurait perdu tout son sens, et cela eût vraiment été dommage. Mais les choses étant ce qu'elles sont, je vois que nous allons passer ensemble quelques moments des plus intéressants. Song se leva et plaça son visage luisant et souriant juste à quelques centimètres du mien. « Dites-moi, capitaine, fit-il avec douceur, croyez-vous en Dieu ?»« Quoi » marmonnai-je. « Oh, allons, capitaine. Assurément, vous ne révélerez aucun secret militaire en répondant à cette question. »« Je suppose que non. »« Très bien, Major. Disons, pour les besoins de la discussion, que je ne crois pas en Dieu. » Je souris. J'avais la certitude de lui avoir donné la réponse contraire à celle qu'il attendait. De nouveau, je fus étonné. « Parfait, » dit Song. « Je vois que vous allez être un sujet idéal. Capitaine, laissez-moi vous assurer que d'ici la fin de ce mois, vous croirez très certainement en Dieu. »« Quoi ?» ?»« Regardez mon visage, capitaine. Aujourd'hui, il vous apparaît comme le visage d'un homme, d'un ennemi. Dans un mois, vous y reconnaîtrez le visage de Dieu. Ce sera tout pour aujourd'hui, capitaine Sanders. » Dès le début, le Major Song eut la situation parfaitement en main. Tôt le lendemain matin, on me conduisit dans une pièce différente. De nouveau, elle était nue, spartiate. Une chaise et une couche rembourrée, munies d'entraves. Et, à côté d'elle, quelque chose qui ressemblait vaguement à un appareillage de thérapie par électrochoc. Song m'attendait. « Ah, capitaine Sanders, c'est aujourd'hui que nous commençons notre expérience. Dites-moi, capitaine, que pensez-vous que soit cet appareil? Un nouveau genre de machine à électrochoc? Très bien, capitaine. Vous n'êtes pas tombé loin. Vous avez donc quelque familiarité avec la thérapie par électrochoc? Assez pour savoir que si vous projetez de me torturer avec cet engin, vous perdez votre temps. L'électrothérapie fonctionne en envoyant du courant directement dans le cerveau. Le cerveau n'a pas d'organe de réception de la douleur. Vous pouvez m'envoyer juste assez de courant pour me faire perdre conscience, ou assez pour me tuer. Mais vous ne pouvez pas me faire éprouver de la douleur. C'est physiologiquement impossible. Song rit. Quel manque de subtilité, dit-il. Capitaine, il y a torture et torture. Toutes n'impliquent pas la douleur brute. Avez-vous jamais lu une étude sérieuse sur la torture? La torture? Que peut-on dire de la torture? Vous communiquez de la douleur au sujet jusqu'à ce qu'il se soumette à votre volonté. Mais, capitaine, assurément, vous vous rendez compte qu'il existe une douleur psychique comme il existe une douleur physiologique, et même une douleur subconsciente. Dites-moi, capitaine, il y a bien des années qu'on utilise la thérapie par électrochoc à l'Ouest. Comment est-ce que cela marche? Eh bien, on envoie un courant... Non, non, dit Song. Je veux dire, comment est-ce que ça marche réellement?
Comment se fait-il qu'un courant envoyé dans le cerveau amène un changement psychologique? Je haussai les épaules. Personne ne connaissait vraiment la réponse à cela. Prenez Pavlov, dit Song. Eh bien quoi, Pavlov? Song eut un sourire. Pavlov a prouvé que c'est la présence d'un stimulus, positif ou négatif, qui compte. La douleur est un stimulus négatif, mais cela ne signifie pas que tout stimulus négatif implique de la douleur. Eh bien, ce dispositif, dit-il, en désignant l'appareillage électrique d'aspect bizarre et quelque chose comme un appareil pour électrochoc. Il envoie un petit courant dans le cerveau, mais jamais plus que ce qu'il faut pour causer une syncope momentanée. Un pur stimulus négatif, pour ainsi dire, qui n'implique aucune douleur. C'est tout? C'est tout. Mais comme vous le découvrirez, c'est tout à fait suffisant. Il dit quelque chose en chinois, ou peut-être en coréen, et les gardiens me saisirent et me jetèrent sur la couche. Ils m'attachèrent, et Song fixa une série d'électrodes sur ma tête. Très bien, dit-il. À présent, nous commençons. Et commençons par le commencement. Nom, grade et numéro matricule. Il gagna le tableau de contrôle et le tripota quelques instants. Ah, allons-y. Votre nom? Il appuya sur un interrupteur, et ce fut le noir. Pas de douleur, rien, juste l'inconscience. Quand je revins à moi, il pouvait s'être écoulé 1 minute ou 1 heure. Je n'avais aucun moyen de le savoir. Ah, dit Song, vous êtes conscient. Votre nom n'est pas Harvey Sanders. Vous n'avez pas de nom. Non, dit-il, obscurité. La conscience revint. Song regardait fixement mon visage. Non, obscurité. Non, obscurité. Non, obscurité. Combien de fois cela se répéta, je ne peux me le rappeler. 10 fois? 20? 100? Finalement, il arriva un moment. Non, dit Song, et il n'y eut pas d'obscurité. Seulement. Allons, je vous promets qu'il n'y aura plus de choc. Dites-moi maintenant, capitaine, quel est votre nom? Capitaine. Allons, capitaine, assurément, vous avez un nom. Tout le monde a un nom. Bien sûr, seulement quoi? Je ne peux pas, je n'ai pas de nom. Bien, excellent. Mais assurément, vous avez un grade. Capitaine US Army, obscurité. Grade, obscurité. Grade, obscurité. Je ne crois pas qu'il me fallut beaucoup de perte de conscience pour perdre mon grade. Après tout, un nom est une chose avec laquelle on vit toute sa vie. Très bien, dit finalement Song. Mais il nous faut quelque chose pour vous appeler. Cobaye, voilà. Cobaye 537. Et maintenant, quel est votre numéro matricule? Je ne me le rappelais pas. Allons, Cobaye 537. Pas de numéro matricule? J'étais étendu là, engourdi. J'étais personne. J'étais un homme. J'étais... Comment m'appelait-il? Cobaye 537? Song examinait attentivement mon visage. Excellent, dit-il. Vous êtes un bon sujet, Cobaye 537. Vous avez gagné votre repas du soir. Ramenez-le dans sa cellule. Cette nuit-là, étendu sur le lit, j'essayais de me rappeler. Un nom. Un nom était la chose par quoi on vous appelait. Ça avait 2 parties. Une partie disait de quelle famille vous veniez. Je savais ce qu'était une famille, j'en avais une. Il y avait ma mère et mon père qui étaient morts, et mon frère Bill et ma sœur Eileen. Et moi. Mon nom était... Cobaye 537. Non, ce n'était pas mon vrai nom. Song m'avait appelé comme ça, mais ce n'était pas mon nom. Je le savais parce que mon nom c'était le vide. Ah, bonjour, Cobaye 537, dit Song. J'espère que vous avez bien dormi. Nous avons une journée chargée devant nous. Je luttais contre les entraves, mais c'était inutile. Et maintenant, dit Song, d'où êtes-vous? Où êtes-vous né? New York. État de New York, criai-je avec méfiance. C'était un nom, une étiquette, un endroit à quoi s'accrocher. Obscurité. Où êtes-vous né? Obscurité. Ce jour-là, je perdis mon lieu de naissance, mon âge et ma nationalité.
J'étais un homme. J'étais venu dans cet endroit, la Corée, pour faire la guerre. J'avais été capturé quelque part au-dessus du fleuve Yalu. Il me restait au moins ça, pour quelque temps. Jour après jour, le major Song Ping Lee écornait l'ensemble du répertoire et des souvenirs qui étaient moi. De plus en plus d'éléments de cet ensemble m'abandonnaient et sombraient dans l'oubli. Ma petite enfance, mon adolescence. Et le tout sans le moindre élancement de douleur. Le cerveau n'a pas d'organe de réception de la douleur, lui avais-je dit. Il y a torture et torture, avait dit Song. Et finalement, vint le dernier jour. Cobaye 537, aboya Song. Qui êtes-vous? Vide. Où êtes-vous? Vide. Qu'êtes-vous? Quelque chose dans mon esprit flétri glouglouta. Je suis! Criai-je. Je suis! Je suis! Je suis! Song sourit lentement. Enfin, dit-il. L'illusion ultime. Très bien. Qu'êtes-vous? Je suis! Obscurité. Qu'êtes-vous? Je suis! Obscurité. Qu'êtes-vous? Je suis! Obscurité. Qu'êtes-vous? Néant. Informe, vague de noir dans un champ qui était noir. Vide. Oubli. Néant. Néant pur, sans mélange, primordial. Enfin, après des éons de néant, des millénaires de chaos, une voix. Nous l'avons annihilé, dit la voix. À présent, nous commençons à créer. Qui suis-je? Dit la voix. Vide. Je vais vous dire, dit la voix. Je suis Dieu. Dieu, marmonnai-je. Dieu? Il y a Dieu? Je suis le Seigneur. N'aie pas peur. Je créerai pour toi un cosmos. Je créerai pour toi une personnalité, fit la voix. Elle gloussa. Peut-être pas tout à fait à ma propre image. Dieu est avec moi. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Une douce lumière jaune. C'était un visage. Le visage de Song Ping Lee. Aimerais-tu avoir un nom? Dit le visage de Dieu. Non? Je te donnerai un nom. Nous allons t'appeler Harvey. Harvey Sanders. Quel est ton nom? Harvey Sanders. Merci mon Dieu. Harvey Sanders. Harvey Sanders. Mon nom est Harvey Sanders. Tu es un homme, dit Dieu. Un homme? Un homme. J'étais un homme. Mon nom était Harvey Sanders. J'étais un homme nommé Harvey Sanders. Dieu m'avait fait homme et m'avait donné un nom. Dieu était bon. J'aimais Dieu. À présent, les journées avec le major Song n'étaient plus une torture. J'étais littéralement en présence de mon créateur. En fait, ma fabrication était en cours. J'étais un homme nommé Harvey Sanders. J'étais le capitaine Harvey Sanders. J'étais le capitaine Harvey Sanders de l'armée des États-Unis. J'étais le capitaine Harvey Sanders, né à New York. J'étais le capitaine Harvey Sanders, psychiatre. Jour après jour, semaine après semaine, je prenais forme. Je peux me souvenir de tout, ou du moins de presque tout. Je me rappelle avoir reçu mon nom, et mon grade, et mon pays, et ma famille, ma petite enfance, mon adolescence, les années d'université. Brique par brique, souvenir par souvenir, le major Song Ping Lee construisait une réplique de la personnalité qu'il avait détruite. Soigneusement, presque avec amour, comme un expert restaurant quelque antique tapisserie. Quel était le but de tout cela? Je n'arrive pas, encore aujourd'hui, à le comprendre. Song n'apprit de moi rien d'important, puisque je ne savais rien d'important. Fit-il la chose par sadisme, juste pour son propre amusement? Mais cela non plus n'a pas de sens. Je n'avais pas ressenti la moindre douleur. Et si c'était une expérience importante, pourquoi me laissa-t-il me rappeler comment il avait fait, alors qu'il aurait pu en oblitérer complètement le souvenir? Les communistes, nous dit-on, ne font jamais rien sans raison. Je me demande... Il fut un temps, je crois, où je connaissais la réponse. Je me rappelle vaguement Song en train de me dire quelque chose de hideux, en riant. Je me rappelle avoir éprouvé de la peur et de la haine. Il y a toute une semaine dont je ne me souviens pas. La semaine où il m'a dit
Quoi que fût ce monstrueux quelque chose, Song me fit oublier. Ce n'était pas très difficile. De toute cette semaine, il ne me laissa en mémoire qu'une seule phrase. Était-ce pour se moquer de moi? Elle semble si dépourvue de signification. L'arme la plus subtile est une épée qui croit être un soc de charrue. Mais que pouvait-il bien vouloir dire par là? Quoi qu'il en soit, il estima finalement avoir terminé, et vint le jour où je sortis de cette pièce, redevenu le même homme que j'avais été tant de semaines auparavant. Du moins, je sens que je suis le même homme. Bien sûr, il n'y a aucun moyen d'en être certain. Le Harvey Sanders qui rencontra pour la première fois Song Ping Lee avait été effacé, complètement. Et peut-être y a-t-il quelques petites différences. Mais bien sûr, je ne saurai jamais. Je ne revis jamais le Major Song. Quelques années plus tard, la guerre se termina, et je fus rapatrié. Naturellement, avant d'être démobilisé, je fus examiné par des psychiatres de l'armée. Mais tout fut assez superficiel. Plutôt une pause café prolongée qu'un examen psychologique rigoureux. Après tout, j'étais l'un d'entre eux, un membre du club, pour ainsi dire. Tout de même, il y eut ce petit incident singulier. Je parlais avec un certain colonel Destry, le chef du centre d'opération, un psychiatre que professionnellement je respectais. Il m'avait questionné sur les méthodes des interrogateurs du camp. Comprenez bien que je n'avais parlé à personne du Major Song. Tout d'abord, il était peu probable qu'on me croirait. Et ensuite, si l'on me croyait, je pouvais très bien passer quelques années en observation. On comprend que l'armée pourrait avoir quelques répulsions à libérer un homme que les Chinois avaient démonté et remonté. Cependant, à ce moment-là, je voulais vraiment me soulager de ce poids, et Destry semblait être le genre d'homme à qui je pouvais en parler. Eh bien, commençai-je, un des interrogateurs, un homme nommé... Il se passa une chose tout à fait étrange. Je ne pus prononcer le nom de Song. Le mot restait collé dans ma gorge comme un bout de pâte humide. Comprenez bien, je connaissais le nom que je voulais prononcer, et je savais comment le prononcer. Mais c'est que je ne pouvais pas. Quelque chose me bloquait. Oui, capitaine, fit Destry, l'air quelque peu perplexe. Un des interrogateurs, le major Su Ling, dis-je, déterrant quelque part le nom fictif, utilisait un... De nouveau, il y avait un blocage. Je ne pouvais pas décrire l'appareillage de Song, ni ce qui s'était passé dans cette pièce. Je me rappelais tout, sauf bien sûr cette semaine que j'ai mentionnée. Et pourtant, quelque chose m'empêchait d'en parler. Avais-je été conditionné dans ce but? Destry me jaugea d'une manière très singulière, et d'ailleurs, je ne peux pas lui donner tort. Il utilisait un tuyau de caoutchouc, et me frappait la plante des pieds avec, et je débitais tout un catalogue d'atrocités et de tortures inexistantes jusqu'à ce que je fusse sûr que Destry était satisfait. Maintenant, vous pensez peut-être que j'aurais dû trouver un moyen de parler de Song à quelqu'un, bien sûr, mais vous n'étiez pas à ma place. Oui, j'avoue que, sur le moment, cet épisode me donna un peu de souci. Sans le moindre doute, Song m'avait conditionné pour que je ne révèle rien de ce qui était arrivé. Mais, après tout, c'était une expérience, non? Et il ne m'est pas trop difficile de comprendre son désir de la garder secrète. Et quand on était à ma place, eh bien, si je voulais être démobilisé, je devais garder bouche cousue. Donc, après quelque autre formalité, je fus démobilisé. En tant que jeune psychiatre débutant, j'obtins un boulot dans un grand établissement psychiatrique public. La thérapie par électrochoc était une pratique assez usuelle dans l'hôpital, et pour des raisons évidentes, le sujet ne tarda pas à m'absorber. Très franchement, personne aux États-Unis ne semblait en savoir autant sur la question que le Major Song. Depuis des dizaines d'années, on utilisait la thérapie de choc sur certains cas difficiles. Parmi ces cas, un gros pourcentage semblait insensible à cette thérapie. Un pourcentage à peu près égal manifestait un peu d'amélioration. Quelques-uns, en nombre plus restreint, étaient guéris, du moins en apparence. Mais personne ne savait vraiment pourquoi. On savait que la thérapie par électrochoc donnait certains résultats, on pouvait les observer. Comment cela marchait, c'était un mystère, et jusqu'à ce que ce mystère fût élucidé, il n'y avait aucun moyen réel d'accroître le taux de guérison. On se contentait de brancher le patient et d'espérer. Mais je savais comment, et je savais pourquoi. Une des hypothèses les plus raisonnables était que l'électrochoc faisait office de stimulus négatif, réprimant les éléments psychiques perturbateurs, les repoussant profondément dans le subconscient, de sorte que le comportement manifeste du patient s'améliorait. Mais ce n'était pas vraiment une guérison. La maladie, le conflit, était toujours là, rôdant quelque part dans le subconscient.
Ce que m'avait enseigné le Major Song, c'était que la totalité des aspects maladifs de la personnalité, en vérité la personnalité atteinte elle-même, pouvait être détruits. Par un usage adéquat des électrochocs, la personnalité atteinte pouvait être démolie jusqu'à obtenir un chaos primordial, puis reconstruite. Et qui savait cela mieux que moi? Il serait sans objet de rapporter les épreuves et les tribulations qui marquèrent ma longue et prudente campagne en vue de mettre ma méthode en pratique. Le problème était que je n'osais dire à personne que j'avais une preuve expérimentale, que j'étais une preuve expérimentale. Dès ce moment, dès le début, un projet prit forme dans mon esprit. Cette technique pouvait être davantage qu'un traitement des maladies mentales. Elle pourrait tout aussi bien guérir les névroses sociales. Mais je devais y aller doucement, construire ma réputation professionnelle d'une manière conventionnelle, publier des articles exploratoires sur l'histoire de la thérapie par électrochoc, puis les débuts de ma théorie nouvelle, puis un texte subtil sur la psychologie du lavage de cerveau. Étape par étape, je menais les gens qu'il fallait sur le chemin allant de ce qu'ils savaient à ce que je savais. Sans qu'aucune étape fût trop longue, trop radicale, sans qu'il y eût aucun gros chaos sur le trajet. Et finalement, comme je l'avais projeté, après avoir passé des années à tendre vers ce but, vint le jour. On me demanda d'appliquer ma thérapie à un patient. On me demanda. Cela avait son importance. Je n'avais jamais réclamé le droit d'utiliser ma nouvelle thérapie. Il était préférable d'attendre qu'on me le demande. De la sorte, je pouvais être sûr que la corporation était prête à l'accepter, sans pousser les hauts cris. Je ne voulais aucune publicité. Le projet, qui avait pris forme dans mon esprit, le projet d'une société meilleure, exigeait de la discrétion. Mais, finalement, ce jour arriva. C'était un garçon nommé Tom. Bien sûr, ce n'est pas son vrai nom. Secret professionnel oblige. Tom avait 20 ans. Il était renfermé, rebelle, hostile, suicidaire. Un névrosé typique, gravement atteint. 3 analystes avaient abandonné, et la nouvelle thérapie semblait la seule autre solution. On décida que l'on devait me donner cette chance. Comme tant d'autres névrosés de ce pays, Tom avait été plutôt brillant, appris à lire à 3 ans, sorti du lycée à 15, presque un prodige. Et, comme tant d'autres jeunes gens intelligents, refusant de se conformer aux volontés de la société, fugueur dans son enfance, délinquant dans son adolescence, gravement névrosé dans sa jeunesse. À 18 ans, il avait pour la première fois tenté de se tuer. Il essaya plusieurs autres fois avant qu'on le confie à un établissement. Un cas typique de bien des manières. Et c'est pourquoi cela m'intéressait tellement d'appliquer ma thérapie à Tom. Son cas était typique. Typique de ce que j'en étais venu à considérer comme la névrose américaine. Naturellement, les généralisations ne s'appliquent pas à tous les individus d'une culture. Mais en général, certaines nations semblent développer des attitudes plus ou moins prédominantes chez leurs citoyens. Appelons-les des névroses nationales. L'allemand est obsédé par une tendance à l'ordre méticuleux. L'oriental, du moins jusqu'à un passé très récent, avait le culte du passé. Et l'américain est un rebelle. La plupart des Américains, un tant soit peu intelligents, ont toujours été, d'une manière ou d'une autre, en rébellion contre la société. L'Américain redoute l'ordre, il se défie du contrôle. Et, au fond, il se refuse à mettre sa foi dans l'autorité et la société. N'importe quelle société. N'importe quel ordre social. L'Américain se voit comme un individu unique. Les règles sont pour les autres, pas pour lui. Il a construit toute une philosophie autour de cette attitude irréaliste. Bien sûr, si on considère les choses logiquement, cette attitude est irréaliste. En réalité, c'est la société qui compte. Les hommes qui font continuellement fi de l'ordre social du moment, quel qu'il puisse être, prendront continuellement le pied de la réalité en pleine figure. Bref, ils finissent malheureux et névrosés, comme Tom. C'est une chose qu'il faut reconnaître aux communistes. Ils comprennent la relation entre l'individu et la société étant la somme de tous les individus et plus importante qu'aucun d'eux pris séparément. Quand un individu commence à croire qu'il est plus important que la société dont il fait partie, il commence à devenir un névrosé. Et il finit comme Tom. Je ne veux pourtant pas que vous vous fassiez une idée fausse. Je ne suis absolument pas communiste. Après tout, j'ai fait la guerre contre eux, non? J'ai été leur prisonnier, non? Quoi qu'il en soit, si je pouvais guérir la névrose de Tom, si je pouvais lui mouler une nouvelle personnalité qui se conformerait de bon gré à l'ordre social, qui accepterait l'autorité, alors j'aurais en fin de compte la possibilité de faire de même pour les millions d'autres Américains affligés de cette maladie de l'individualisme. Peut-être trouverez-vous cette idée repoussante. C'est compréhensible. Après tout, vous aussi, à un degré ou un autre, vous en êtes affligé. Mais essayez de voir les choses rationnellement. Qu'y a-t-il de tellement mauvais dans le fait que l'individu vive pour le bien de la société? Qu'y a-t-il de vraiment tellement sacré dans les droits de l'individu? Quels droits?
Le droit d'être névrosé? Le droit d'être malheureux? La chose importante est que l'individu accepte les règles de la société dans laquelle il vit, quelle qu'elle soit. Toute idéologie mise à part, l'homme qui accepte de bon gré l'ordre, le contrôle, les règles, vivra heureux. Quelles que soient les conditions dans lesquelles il se trouve vivre, il sera libre de toute névrose. Et y a-t-il la moindre chose qui vaille vraiment qu'on soit malheureux pour elle? Mais peut-être croyez-vous que oui. La dignité, direz-vous peut-être, la liberté, l'honneur, la démocratie. Ces choses sont-elles vraiment autre chose que des mots creux? Maintenant, vous pensez qu'elles valent qu'on soit malheureux pour elles. Mais, après tout, vous n'avez pas encore été soigné. Je savais ce que je devais faire. J'avais préparé cet instant depuis des années. J'allais guérir Tom. J'allais effacer entièrement sa personnalité précédente et construire à la place une personnalité saine et nouvelle. Une personnalité entièrement nouvelle. Une personnalité qui penserait qu'elle était le même Tom qu'avant, mais qui serait en réalité un moi totalement nouveau. Tom, dis-je, je vais vous aider. Vous allez m'aider, dit-il. Il dit cela comme une machine, ou bien son ton monocorde constituait-il en soi une insulte? Peu importait, j'étais prêt à commencer. Quel est votre nom? Choc. Quel est votre nom? Choc. Quel est votre nom? Exactement comme le Major Song m'avait mené sur la voie de la dissolution, je menais Tom. Bien sûr, pas dans le même but insondable. Comme les jours et les semaines passaient, le nom, la famille, la mémoire s'évanouirent. Et tout comme il était venu pour moi, vint pour Tom l'instant ultime. Qu'êtes-vous? Je suis. Choc. Qu'êtes-vous? Je suis. Choc. Qu'êtes-vous? Vide. Il resta étendu là, les yeux passivement fermés, rêvant les rêves innocents du fœtus. Étendu là, sur la table, devant moi, se trouvait à l'état brut et informe un... Négo serait un terme trop structuré. Disons le ça primordial, ou quelque chose d'encore plus primitif. Sans mémoire, ni forme, ni même désir. Une argile humaine n'attendant que mes mains. Un instant, je sus ce que l'on ressent quand on est Dieu. Un instant, de manière ridicule, je pensais à Song, et je pensais à moi-même des années auparavant étendu là, comme Tom l'était maintenant, informe argile humaine. Finalement, cet inévitable instant de doute passa. « Tu m'entends » dis-je. « Entends ? Sais-tu qui je suis ? Qui vous êtes ?» Je pris une profonde inspiration. À présent, j'allais faire le premier pas sur un long chemin. Le chemin du retour pour les gens comme Tom. Le chemin vers un psychisme américain plus sain et mieux adapté. « Je suis Dieu », dis-je. C'était il y a bien des années. Tom fut le premier, un succès total. Après Tom, il y en eut bien d'autres, des milliers d'autres. Et maintenant, d'autres psychiatres, des centaines, apprennent la méthode. La société américaine est maintenant en train de passer par une transformation tranquille. En fait, ce n'est pas simplement la société qui est en cours de mutation, c'est la nature du psychisme américain lui-même. Le nouvel américain sera une variété très différente. Il sera heureux. Il sera heureux quelque changement que sa société subisse dans l'avenir. Sa satisfaction viendra du dedans, elle sera inébranlable. Il sera capable de s'adapter. En vérité, il n'aura même pas conscience de le faire. Pour lui, ce sera aussi naturel que de respirer. Tout ce dont il aura besoin, c'est d'un ordre social auquel se conformer. La nature de cet ordre social n'aura pas d'importance. Pour le nouvel Américain, l'idéologie n'aura plus la moindre importance. Quand il lira des livres d'histoire, s'il prend la peine de se soucier le moins du monde de telles activités, des choses relatives aux grands conflits idéologiques et dépourvues de sens du XXe siècle, ce ne sera pour lui qu'un tissu d'absurdité. Quelle que soit l'idéologie qui triomphe finalement, la démocratie, le socialisme, le fascisme, le communisme, ou quelque nouvel isme encore dans les limbes, il l'acceptera sans discussion. Il l'acceptera avec enthousiasme. Et quels que soient ses dirigeants, il sera heureux. Et la douce ironie dans tout cela, c'est que tout cela sera le résultat d'une expérience sans objet dans un camp de prisonniers de Corée du Nord. Vraiment. N'est-ce pas l'un des rares cas où une épée a réellement été transformée en soc de charrue? Bien sûr, j'ai parfois, au fond de moi, quelques doutes, de temps en temps. Après tout, c'est humain, non? Mais c'est vraiment plutôt idiot de me faire du souci et de penser au Major Song et au tout début de ma technique quand elle était encore rudimentaire. Vous ne trouvez pas? Après tout ça c'est du passé. La guerre de Corée est finie depuis longtemps. Et nous l'avons gagnée, cette guerre. Non?